Bonjour à cette petite assemblée qui va grossir. Donc le débat 1, la première partie du débat donc, va débuter avec M. Carouters, qui est médiéviste reconnu, expert spécialiste de Tolkien, et Mme Guillaume, qui est directrice scientifique des éditions La Volva. Clara Delpas, journaliste scientifique de Libre à toi, va réaliser la modération. Donc je vous remercie à tous d'être là et je vous souhaite de passer un bon moment. Je vous dis à tout à l'heure. Alors Frédéric, je voulais commencer par lire un petit extrait de Alaska pour commencer et lancer ce débat. Je ne connais pas par cœur, je lis. Donc. La réalité a fui vers la Lune dans des constellations incertaines, entre demi-jour et demi-nuit, loin des super-héros. Je suis arrivée à une porte qui n'avait pas d'affiche. Je l'ai ouverte et j'ai ouvert les yeux. La lumière est passée par la brèche bleue. Les charognes, éblouies, ont plongé dans les abysses. Les monstres des mers, paniqués, ont attaqué les navires de guerre. Le Léviathan s'est transformé en licorne et un albatros m'a emporté au loin vers les premières lueurs. Alors, on rentre dans les histoires. Alaska, c'est une très belle histoire. Vous avez les exemplaires. Si vous ne l'avez pas encore lu, précipitez-vous dessus à la fin de ce débat. Et ce débat qui va plus être une discussion autour de notre besoin d'histoire, de notre besoin de mythe et de comment il traverse les siècles, les temps, les périodes, les époques. Pourquoi il y en a qui partent, pourquoi il y en a qui restent. Et donc, parce qu'en fait, depuis la nuit des temps, on a besoin de se raconter des histoires pour expliquer le monde, savoir d'où on vient, se rassurer, pour penser aussi, pour se réunir. Et donc, comment ces histoires se construisent et comment elles traversent les époques. On accueille donc Astrid Guillaume, chercheuse en sémiologie et en traductologie, et directrice des éditions La Volva, mais surtout universitaire, travaille autour des mythologies et donc comment elles traversent le temps. Et on va aborder avec elle la petite mythologie du Moyen-Âge, notamment les licornes, les elfes, les fées, les lutins. Donc une mythologie qui est chère à Claude Lecouteux, avec qui elle a longtemps travaillé. Et on accueille aussi Léo Carouters, donc spécialiste de la littérature anglaise du Moyen-Âge, de Tolkien et du Beowulf, je dis bien, le premier poème épique anglais, donc de 3000 vers, qui raconte l'épopée d'un héros, Beowulf. Vous pouvez prendre le micro, Léo. Voilà. Vous m'entendez bien ? Oui, d'accord. Bonjour. Et donc, un poème que connaissait Tolkien et qui l'a inspiré pour l'écriture du Seigneur des Anneaux. Alors, tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux, tout le monde connaît Tolkien. Moins de monde connaît Beowulf. Beowulf est un long poème en vieil anglais, c'est-à-dire l'anglais d'il y a 1000 ans, et plus que ça. C'est le plus long poème en vieil anglais et c'est aussi le plus long poème de toutes les langues germaniques. C'est-à-dire, si on prend en compte le vieux allemand, le gothique, le vieux saxon, toutes ces langues, parce que le vieil anglais, donc l'ancêtre de l'anglais moderne, mais il faut remonter à 1500 ans, le vieil anglais faisait partie de ce groupe de langues germaniques. Et en vieil anglais, on a produit ce poème sur un héros qui s'appelle Beowulf, littéralement abeille-loup. Beowulf, c'est le loup des abeilles, qui est un symbole pour l'ours. Et c'est un héros qui lutte contre des monstres, contre un dragon, qui défend son peuple. Au début du poème, c'est un jeune homme, très jeune. L'âge n'est pas donné dans le poème, mais on devine qu'il a environ 16 ans. Et il est très très fort, il a la force de 40 hommes dans son bras. Et à la fin du poème,
qui se passe environ 60 ou 70 ans plus tard. C'est un vieil homme, un vieux roi, le roi de son peuple, et il meurt en défendant son peuple. Maintenant, pour faire le lien avec Tolkien, tout le monde sait à peu près que Tolkien était l'auteur du Seigneur des Anneaux. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il était professeur à Oxford, qu'il était professeur de langue et de littérature ancienne, et c'était un grand spécialiste de Beowulf, justement. Et on trouve des passages dans Beowulf, ainsi que l'ambiance générale du poème, qui est retravaillée et qui renaît dans les romans de Tolkien. Alors, ça suffit pour l'instant, peut-être? Oh, peut-être, on y reviendra de toute façon au Seigneur des Anneaux et à Beowulf. Alors, justement, comment on peut expliquer l'engouement depuis la fin du 19e, notamment pour le Moyen-Âge, qui est revenu, donc là je vais inviter Astrid à répondre. Il ne marche pas Si, ça fonctionne. Ça fonctionne. Merci. Ouais. Donc, finalement, pour rebondir sur les propos de Leo Carruthers, on se rend compte qu'effectivement, il y a des histoires, il y a des périodes qui renaissent. Et bon, j'ai beaucoup et longtemps, pendant une vingtaine d'années, travaillé avec Claude Lecouteux, qui était là tout à l'heure, mais que je représente ici, et qui a beaucoup travaillé justement sur les mythologies. Et on se rend compte qu'il y a des histoires, des légendes, des mythes, des mythologies, des grandes mythologies, des petites mythologies, qui ne meurent jamais, qui réapparaissent. Et en particulier, le Moyen-Âge, qui a beaucoup véhiculé d'histoires. Je vois qu'il y a des enfants dans la salle, et les enfants sont friands d'histoires, de légendes et de contes. Les romantiques, donc au XIXe siècle, et en particulier, en tout premier lieu, les romantiques allemands, puisque le romantisme est tout d'abord né en Allemagne et a été ensuite a connu un développement par la suite en France, en Europe et dans le monde. Mais c'est d'abord les Allemands qui, en réaction face au classicisme, ont essayé de retrouver et la nature et les légendes, ont essayé de rechercher le Moyen-Âge, d'abord par les ruines qui ont été bien sûr rénovées. Et puis en France également, d'ailleurs, sous l'impulsion de Prosper Mérimée, de Viollet-le-Duc et aussi de Victor Hugo, ont essayé de retrouver la langue avec Grimm, par exemple, et puis d'autres grammairiens qui ont fait réémerger ces histoires, ces légendes, qui renaissent finalement au XIXe siècle, puisque entre le Moyen-Âge et le XIXe siècle, on a un petit peu enfoui cette période qui était considérée comme obscurantiste. Et cette petite mythologie, avec ces êtres, réapparaît surtout durant la période romantique. Alors, comment expliquer aussi que cet obscurantisme qui est un peu contradictoire avec une époque où on commence à avoir un certain progrès scientifique, la médecine se développe, la rationalité, tout ça, on commence à s'éloigner un peu justement de l'esprit du Moyen-Âge. Comment expliquer que ça prenne aussi bien, en fait, puisqu'on est plutôt dans une période où on explique le déluge n'a pas existé, regardez, on trouve des traces d'hommes avant, etc. Alors le Moyen-Âge a beaucoup souffert, je pense, de son caractère extrêmement religieux et chrétien. Et donc la période qui va du 5e au 15e siècle, il faut le dire, c'est surtout la mise en place de la chrétienté. Et par la suite, la rupture, ce qui a été par la suite appelé la Renaissance, voit émerger le protestantisme. Donc une scission au sein des chrétiens qui va générer et catholiques et protestants. Donc c'est sur ce plan-là que, sur un aspect purement religieux, alors qu'il y a effectivement énormément d'innovations au Moyen-Âge, on pense à l'horloge, à beaucoup de spécialités culinaires entre autres, et beaucoup d'histoires qui se sont mises en place, différentes écritures, l'écriture mérovingienne, carolingienne, des manuscrits sublimes. Donc on ne peut pas rejeter en bloc sous l'étiquette
cet obscurantisme la période médiévale, mais il est vrai que c'est une période extrêmement religieuse. Et si on pense d'un point de vue philosophique à tout ce qui a été les universaux ou bien les nominalistes, c'est-à-dire tous ces débats entre Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, Duns Scott, qui sont des débats profondément théologiques, on aurait parfois la fâcheuse tendance de réduire le Moyen-Âge à des philosophies exclusivement théologiques, mais qui ont malgré tout posé les bases de réflexion entre foi et raison que nous avons toujours aujourd'hui. Donc les philosophes du XXe siècle ont un petit peu rapidement enfermé la philosophie médiévale dans de la théologie pure, et la véritable philosophie serait arrivée juste après, quand on a commencé à discuter l'athéisme, etc. Et au bout du compte, réduire le Moyen-Âge à cet aspect l'a un petit peu enfermé dans cet obscurantisme que vous évoquez. Mais justement, cet obscurantisme qui consistait aussi du côté de la foi religieuse à chasser les sorcières et à pourchasser toute croyance qui... Je crois qu'il faut faire une distinction entre mythe, histoire et science. C'est trois façons de raconter les origines, les sources. La science dure examine la matière, comment elle est faite, d'où elle vient. Il y a des questions auxquelles ne peut répondre que la science, mais la science ne peut pas répondre à toutes les questions concernant les origines. L'histoire est l'accumulation des traditions, parfois écrites, parfois orales, qui nous permettent de reconstituer le passé des hommes, les événements, les grands événements de l'histoire, la progression des peuples, la création des États, en tout cas selon le récit qui a été transmis de génération à génération. Le mythe, c'est aussi un récit des origines, mais qui remonte à une époque très reculée, avant l'invention de l'écriture, donc avant l'existence de textes. C'est une autre façon de raconter l'origine des êtres humains, l'origine des cultures, l'origine des langues. C'est à ce genre de choses qu'étaient attachés les anthropologues, surtout au XIXe, au début du XXe siècle, et des spécialistes comme Tolkien ou des Grimm au XIXe siècle, qui cherchaient à comprendre l'origine des cultures et l'origine des langues, d'abord dans les textes, mais même avant l'existence des textes, au-delà de cette époque où nos ancêtres savaient écrire et avaient pris l'habitude de mettre des choses par écrit. Et au cours du XIXe siècle, on voit donc ces trois choses avancer en parallèle, le mythe ou l'anthropologie, l'histoire et les sciences, et parfois pas en très bonne compagnie, parce que ces trois façons de concevoir ou de raconter nos origines ont souvent été en lutte pour essayer de prendre le dessus l'une sur l'autre. Et en fait, toutes les trois contiennent des éléments de vérité, mais ce sont des façons de voir nos origines et des façons de concevoir le développement de l'homme. Il est sûr que les mythes concernant l'origine du monde ou l'origine de l'être humain ne peuvent pas raconter la même chose que la science. La science peut nous dire que avant les êtres humains, il y avait les dinosaures 65 millions d'années avant l'être humain, alors que l'être humain a déjà du mal à comprendre ce que c'est un million d'années, encore moins 65 millions d'années. Il y avait déjà des dinosaures, mais ils ont disparu. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant les dinosaures? Donc on recule, et on arrive finalement au Big Bang. Bon, boum, tout d'un coup, il y a la matière. La science ne peut pas nous dire ce qu'il y avait avant la matière. Le mythe le fait. Et la religion le fait. Donc c'est des façons différentes de raconter les origines.
En même temps, le mythe, on ne peut pas savoir ce qu'il y avait 65 millions avant les dinosaures. Quel est l'homme qui était là pour pouvoir... Qui a créé le mythe, en fait? Parce que le mythe, c'est une création humaine. C'est un homme qui, un jour, raconte une histoire pour expliquer quelque chose. C'est un récit. C'est un récit, mais quelle est la foi qu'on peut accorder aujourd'hui dans ces mythes, sachant que, justement, ils n'étaient pas là à la création du monde? Mais les scientifiques n'étaient pas là non plus, hein. Il remonte le temps quand même, mais c'est vrai, mais ça pose quand même la question. En fait, la question que j'avais à la suite de ça, c'était, mais au départ, bien sûr, le mythe des origines, on pouvait y adhérer parce qu'on n'avait pas forcément d'autres explications possibles. Aujourd'hui, on sait très bien que personne n'était à l'origine du monde. Non, on n'est pas obligé d'y croire. On est obligé quand même de reconnaître que nos ancêtres cherchaient des moyens pour expliquer les origines. Et d'ailleurs, même si on ramène ça plus vers nous, plus vers le 19e siècle, il y a la naissance des nationalismes, le désir d'expliquer l'origine des grands États, les origines des monarchies médiévales, nos ancêtres les Gaulois. Alors, qui étaient nos ancêtres les Gaulois? On cherche à comprendre qui ils étaient à l'époque romaine, quelle langue ils parlaient, comment ça se fait que leur langue a disparu. Ça aussi, c'est un mythe. C'est un récit des origines. Astrid? Alors finalement aussi, il y a toujours eu chez l'humain ce besoin de connaître l'origine ou les origines, et il s'est aidé et de la science et de l'histoire et de la religion pour trouver des explications. Mais il ne faut pas oublier que finalement, majoritairement, nous avions une concurrence qui s'est établie entre le polythéisme et le monothéisme. Ce passage entre le polythéisme et le monothéisme a généré des histoires parallèles. C'est-à-dire qu'avant le Moyen-Âge chrétien, les populations, qu'elles soient grecques, romaines, pour ne parler que de l'Europe, germanique ou scandinave, étaient polythéistes. Et ce polythéisme a généré des mythologies et des mythes. Les mythes étant aussi dans ce contexte des petites histoires des grandes mythologies, ce qui a généré donc les grandes mythologies avec l'Olympe et les dieux. On connaît surtout la mythologie grecque et romaine, mais c'est exactement la même chose pour la mythologie germanique et scandinave, germanique et nordique. Il y a là aussi des dieux et puis des petites histoires qu'on va appeler des mythes avec des grands ou des plus petits personnages qui vont générer une grande mythologie ou une petite mythologie. Et donc, dans ces grandes mythologies, vous connaissez tous les dieux grecs et romains, Zeus, Poséidon, Neptune et compagnie, qui sont identiques chez les Grecs et les Romains. On a le pendant chez les Germains et les Scandinaves. Et ces petites mythologies vont créer des petits mythes, des petits personnages qui sont l'univers de Claude Lecouteux, avec par exemple les elfes, les nains, etc. Et toutes ces histoires, à leur manière, en parallèle d'un monothéisme qui va se mettre en place au Moyen-Âge avec les grandes religions monothéistes, vont cohabiter pendant des siècles, générant des traditions, des croyances, voire des superstitions. Et je dirige aux presses universitaires de Paris-Sorbonne la collection Traditions et croyances, qui publie justement des ouvrages qui sont en lien avec toutes ces croyances qui perdurent et qui sont parallèles à la foi chrétienne. Et donc, qui vont générer des superstitions, des pratiques populaires qui vont cohabiter avec la littérature, la science, la religion et les mythologies, les mythes qui perdurent. Alors ces petites mythologies, elles étaient quand même combattues par la religion. Bien sûr, parce qu'elle faisait concurrence au monothéisme qui se mettait en place, qui était chrétien, mais également musulman et juif auparavant. Enfin, tout ça, ça cohabite. Et il faut absolument, je dirais, pour l'Église chrétienne, éradiquer ces croyances populaires qui sont des réminiscences des mythologies, puisque les populations ont été évangélisées et ont dû renoncer à leurs croyances polythéistes. Alors les saints
chez les chrétiens, ont un petit peu compensé l'absence de pluralité divine à leur manière. Et donc, bien sûr, qu'il fallait... C'est pour ça qu'on a beaucoup moins de documents que nous aurions pu obtenir s'il n'y avait pas eu ce travail de la religion chrétienne qui a détruit beaucoup de documents des religions polythéistes. En même temps, sur les églises, on voit des gargouilles, des monstres qui relèvent un peu de cet imaginaire mythologique. Oui, c'est une réappropriation en bonne et due forme, de toute façon. Et puis c'est aussi un moyen très efficace d'éduquer des populations qui ne savaient ni lire ni écrire. Ce sont des bandes dessinées visuelles très efficaces qui permettent justement de montrer ce qui est bien, ce qui est mal, et l'histoire de la Genèse en particulier. Oui, mais on les fait exister en les affichant sur la pierre. Oui, mais ce sont les architectes, ce sont les artistes, les artisans, les sculpteurs qui sont spécialement demandé la permission, se sont donné la permission de représenter ces gargouilles. Bah, c'est dire si c'était puissant comme, comme poids dans l'imaginaire. Parce que c'est quand même les... Mais les représentations du bien et du mal sont toujours puissantes. Je pense que personne n'avait remis en question au Moyen-Âge, jusqu'au XXe siècle, l'existence du bien et du mal. Donc il fallait trouver des moyens de représenter cela. Et comme l'Église est un lieu puissant qui symbolise le bien, qui symbolise la relation de l'homme avec Dieu, il fallait quand même pas oublier autour de l'Église ou dans sa décoration des symboles qui rappelleraient le diable, les dragons, les gargouilles qui sont des formes de dragons. Donc le mal n'est jamais loin du bien. Et justement, la question du bien et du mal existe toujours aujourd'hui, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus parler de morale ou de morale chrétienne pour... enfin, quoique si, on en parle toujours, mais l'athéisme étant passé par là, on ne parle plus forcément de morale chrétienne, on va parler d'éthique pour savoir si un comportement est bien ou mal sur le plan scientifique, par exemple, économique. On va parler de déontologie professionnelle. Mais finalement, qu'est-ce que la déontologie ou l'éthique, si ce n'est un rapport du bien et du mal dans des domaines particuliers, professionnels, sociétaux, etc. Alors, bien sûr, on ne fait plus forcément appel aux mythes, aux animaux merveilleux, mais tout comportement, toute décision de l'humain va implicitement intégrer justement une composante de bien et de mal. Lorsque vous êtes en relation même avec n'importe quelle personne, est-ce que je fais bien en disant ceci? Est-ce que je fais mal? On est toujours dans cette balance finalement entre le bien et le mal, d'une autre façon, mais c'est toujours très présent. Oui, oui. Moi, j'aimerais revenir sur ce que Astrid Guillaume disait concernant le passage des polythéismes au monothéisme. Ça n'a pas toujours été complètement poussé jusqu'au bout dans tous les cas. Dans de nombreuses régions d'Europe, on croit encore à l'existence de la petite mythologie, des fées ou des êtres féeriques ou des trolls ou des gobelins. Moi, je suis irlandais. Et je peux vous assurer que dans de nombreuses régions d'Irlande, les gens croient encore fermement à l'existence. Je ne voudrais pas employer le mot « fée » parce que ça donne une fausse idée de ce que c'est un être féerique. Mais d'un peuple qui existait avant l'arrivée des Irlandais. L'origine de la croyance en Irlande des êtres féeriques repose sur des mythes de vagues successives de peuples conquérants, mais aussi de peuples magiques qui sont arrivés dans l'île durant l'âge de bronze et l'âge de fer. Et la dernière vague, soi-disant, selon la mythologie, ce sont les Irlandais. Et les Irlandais ont conquis les peuples précédents, les peuples magiques, qui sont passés dans les tertres et dans les montagnes et dans les forêts.
et c'est l'origine des fées. Et ce sont des êtres qui sont là, qui sont invisibles, ou la plupart du temps, qu'il faut faire attention à ne pas froisser, à ne pas offenser. Donc on dit le petit peuple, le gentil peuple, parce qu'ils vous entendent. Donc pour ne pas les offenser, il ne faut pas dire de mal, il faut dire le gentil petit peuple. Et les Irlandais savent ce que ça veut dire. Et s'ils ne sont pas gentils avec eux, ces êtres invisibles peuvent provoquer des maladies, une mauvaise récolte, le beurre qui tourne mal dans comment ça s'appelle ? La baratte, non ? Voilà, dans la baratte, etc. Donc, les gens cherchaient sans doute à comprendre, là encore, la question des origines, ce qui existait avant leur propre arrivée dans le pays, et la continuité sous une forme invisible des êtres précédents qui étaient encore capables de provoquer le mal. Et voilà. Mais en fait, je vais tout à fait dans le sens de Léo lorsqu'il dit qu'en Irlande en particulier, il existe encore des gens qui croient aux faits. Mais il ne faut pas aller tellement loin dans les campagnes françaises ou allemandes pour voir des gens qui croient également encore aux esprits domestiques, ce que Claude Lecouteux a beaucoup développé, et qui leur donnent à manger. Par exemple, ils vont mettre une petite soucoupe de lait, de bouillie, parce que c'est la nourriture des fées et des lutins et des esprits domestiques pour justement leur accorder de l'importance et montrer qu'ils les respectent. Vous verrez dans les campagnes normandes et picardes des superstitions qui existent encore. Par exemple, et c'est là qu'on voit la promiscuité entre le polythéisme et le monothéisme, puisqu'il y a des pratiques chrétiennes qui ont été en quelque sorte intégrées dans la religion chrétienne au sens large aujourd'hui, où on voit des ex-voto ou bien des aiguilles qui sont piquées sur les pieds des saints en Normandie. Et ça, ce sont des pratiques profondément anciennes, qui n'ont pas été, je dirais, transformées par la religion chrétienne, qui ont été intégrées et que les populations continuent de pratiquer. Et il y a beaucoup de superstitions et croyances chrétiennes qui datent vraiment d'origine, je dirais, polythéiste. Oui. Et un autre mot sur le polythéisme. Je reviens sur le développement du monothéisme dans la religion hébraïque, le judaïsme. On oublie souvent que l'Ancien Testament montre un passage de plusieurs dieux à un Dieu, et puis à l'idée que notre Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, notre Dieu est meilleur que les autres. Ça, c'est quand même un passage significatif. Notre Dieu est meilleur que les autres. Et finalement, dans le monothéisme, on arrive à dire « Ah, mais il n'y en a pas d'autre, de toute manière. Notre Dieu, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu. » Ça, c'est le véritable monothéisme. Il n'y a que Dieu. Mais quand on examine de nombreux textes de l'Ancien Testament, on voit ce passage de « Notre Dieu est un parmi de multiples autres, seulement notre est un peu meilleur. » Et ça, il y a, dans le domaine linguistique, il y a une trace de cela dans les termes pour Dieu, dans la langue hébraïque. En français, on dit Dieu ou le Seigneur, mais en hébreu, on dit soit Yahvé, soit Elohim. Et si vous connaissez un tout petit peu l'hébreu, vous savez que Im, c'est un pluriel. Donc Elohim, c'est les dieux, mais c'est un ancien pluriel qui a été limité peu à peu à un seul Dieu. Mais quand même, le mot est un pluriel. C'est significatif. Donc, que ce soit dans la religion hébraïque ou autre, on voit cette naissance graduelle d'une conception d'un Dieu unique. Et c'est tout à fait logique, puisque la religion juive est la plus ancienne et la plus proche
des polythéismes. La première avec les chrétiens puis les musulmans, mais celle qui est la plus proche des anciens polythéismes. Donc c'est logique que l'on retrouve dans la langue ce type de phénomène. Et d'ailleurs, comme Leo Carussos travaille sur l'anglais médiéval au même titre que Tolkien le faisait, quand on est en promiscuité avec les langues anciennes, moi je travaille sur l'ancien français, l'allemand médiéval et parfois avec l'anglo-normand, on se rend compte de phénomènes qui sont profondément ancrés dans les langues et qui permettent justement de révéler au niveau des racines étymologiques des phénomènes très anciens qui peuvent être réutilisés aujourd'hui dans des expressions qui datent majoritairement du Moyen-Âge, puisque les langues vulgaires naissent véritablement au Moyen-Âge au contact de différentes cultures vernaculaires, différentes langues en passage dans l'Europe. Et on retrouve toutes ces expressions anciennes, ces proverbes qui datent du Moyen-Âge et qui sont encore très très présents aujourd'hui dans les expressions et proverbes. Donc tout voyage, en fait. Mais tout n'est que voyage, puisque les populations ont énormément circulé, et c'est au contact de ces populations, puisqu'il faut se souvenir que finalement, les ancêtres, les Gaulois, comme Leo Carussos évoquait, qu'est-ce que c'est finalement la Gaule a été traversée par les Romains, donc on a parlé le latin classique, puis il y avait le celte, qui était une série d'idiomes qui se côtoyaient, et puis il y a eu le latin vulgaire, le latin médiéval, puisque finalement personne ne comprenait les déclinaisons latines classiques. La transformation vers le latin médiéval a eu des conséquences sur les invasions germaniques qui sont arrivées aussi au IVe siècle en Gaule, donc les parlers germaniques se sont infiltrés dans ces discussions entre le latin classique, le latin médiéval, les substrats celtes, l'ancien français en naissance et toutes les langues vulgaires en naissance. Et finalement, nos langues européennes ont émergé à cette époque et sont profondément mélangées. Et je ne parle pas ponctuellement de mots arabes qui se sont infiltrés via l'espagnol ou via d'autres. Donc les ancêtres, les Gaulois, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier et souvent hors sujet, puisque nos langues médiévales sont profondément européennes à cause des circulations que vous évoquiez. Et le Moyen-Âge lui-même n'est pas figé dans une imagerie particulière. C'est extrêmement multiple et divers. Le Moyen-Âge connaissait déjà la Chine et l'Inde, donc il y a quand même la route de la soie et l'Orient qui a permis une circulation et des épices et des langues et de beaucoup de choses, de tissus, de culture. Et puis, on a beaucoup de mal à définir les limites du Moyen-Âge. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça finit? Bon, on voit selon les pays et selon les historiens et leurs origines, françaises ou allemandes ou anglaises, une tendance à mettre des dates différentes. Pour beaucoup de Français, des historiens mettraient la fin du Moyen-Âge en 1453, parce que c'est la bataille de Châtillon, c'est à ce moment-là que la guerre de Cent Ans prend fin. Alors les Anglais ne voient pas du tout la chose de cette manière-là. Ça pourrait être la fin de la guerre des Deux Roses en 1485. Les amateurs de littérature diraient non, c'est plutôt l'arrivée de l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie vers 1450, et puis son arrivée en Angleterre en 1476, ou bien, etc., etc. Il y a toutes sortes de théories. Donc, en gros, mais c'est très gros, moi, je dirais que c'est de la fin de l'Empire romain jusqu'au début de la Renaissance. Mais là, on tombe tout de suite dans d'autres problèmes. Quand est-ce exactement la fin de l'Empire romain et quand est-ce exactement le début de la Renaissance? Mais en très gros, 500, 1500, moi, j'irais plus loin. Moi, je dirais 476 à 1476. Ça fait exactement 1000 ans. Pourquoi? Parce que 476... c'est la chute de l'Empire romain de l'Ouest. C'est le dernier empereur romain à Rome, Romulus. Alors que 1476, c'est l'arrivée de l'imprimerie à Londres, qui va complètement bouleverser la culture anglaise. Et germanique. Et germanique.
Mais en fait, tout cela est extrêmement relatif, puisque si on prend l'aspect purement politique, Jacques Le Goff, lui, faisait terminer le Moyen-Âge au XVIIIe siècle, à partir du moment où on coupait la tête du roi, où enfin le système féodal n'existait plus véritablement. Donc tout cela est très relatif, ce ne sont que des étiquettes. Et je parlais dernièrement avec un ami américain qui me disait, je lui disais, et vous, c'est quoi votre Moyen-Âge ? Alors il me disait, nous, on n'a pas du tout les mêmes étiquettes. Nous, on a le contact. Alors le contact, c'est-à-dire, avant, c'est tout ce qui est précolombien, et après, il y a le contact avec les Européens. Et ça, c'est quand on est profondément positif. Sinon, quand on est idéologiquement orienté, ils n'appellent pas ça le contact, ils appellent ça la découverte. Alors que les États-Unis, enfin l'Amérique, les continents américains existaient avant que les Européens découvrent. Donc finalement, là aussi, au niveau des étiquettes, il y a une forme d'idéologie implicite chez les Américains, dans le continent, le Nouveau Monde, comme nous on l'appelait, mais le Nouveau Monde par rapport à l'Europe, à l'Ancien Monde, à la Vieille Europe. Donc toutes ces étiquettes sont bien relatives, puisque les continents américains existaient bien avant que les Christophe Colomb arrivent. Donc soit on parle du contact, et là, on est respectueux des civilisations amérindiennes, puisqu'elles étaient déjà là. Soit on appelle cela la découverte, et auquel cas, on nie l'existence des Amérindiens. Donc, toutes ces étiquettes sont profondément relatives. Absolument, on est d'accord. Hein. Et bien compliquées à mettre en place, évidemment. Et quand les Européens se mettent à découvrir le monde, ils découvrent des peuples qui ont des croyances et qui ont d'autres récits des origines. Ce qu'on appelle les Indiens, c'est-à-dire les autochtones en Amérique du Nord, ils ont un récit des origines dans les esprits. Et ils ont cette conception du grand esprit dans le ciel, que je trouve très très beau. Ils n'avaient pas de mot pour Dieu, mais ils avaient la notion de l'âme humaine, des esprits de la nature, des esprits dans les arbres et dans les forêts et sur les plaines et chez les buffles, mais aussi de ce grand esprit dans le ciel, qui finalement est assez près de la conception monothéiste. Et puis en Australie, on trouve aussi chez les autochtones, les aborigènes australiens, ce qu'ils appellent le temps du rêve. L'origine des hommes, pour eux, c'est le temps du rêve. Mais qui a rêvé pour produire les hommes? C'est le grand esprit dans le ciel qui rêve. Donc je trouve, dans ces différents récits, si on a une approche anthropologique, des constants. L'idée que quelque chose nous a produit. On ne s'est pas produit nous-mêmes. On dépend de quelque chose d'invisible. Et c'est pour cela que toute la question scientifique du Big Bang ne pourra jamais résoudre les problèmes théologiques, spirituels, puisqu'il y aura toujours le questionnement de l'avant Big Bang. Oui. Et cet avant Big Bang, cette seconde, cette minute avant Big Bang, est la porte ouverte à l'existence des mythes, des histoires, des légendes, des contes, de la créativité, des imaginaires de l'humain. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous parlions des dragons, on les trouve sur toute la planète. C'est-à-dire que l'esprit humain va créer des phénomènes qui se ressemblent beaucoup. Et Gilbert Durand, dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, a beaucoup travaillé sur ces archétypes que l'on va retrouver sur toute la planète. Alors justement, ces archétypes... est-ce qu'on ouvre peut-être si quelqu'un dans la salle a une question à poser? Alors, je sais pas si... Est-ce que je peux y essayer? Ça va être un peu compliqué ou peut-être ouais, non, parce que comme c'est enregistré, il faudrait avancer un petit peu, c'est possible. Moi, ma question, c'était, c'est vrai qu'on connaît plus ou moins les mythes, mais comme a dit la dame, là, qui a, on ne peut pas répondre peut-être, mais qui a transmis au départ les mythes? Je pense que c'est une question importante parce que, comme vous disiez, tout a un point de vue idéologique, tout a un point de vue, tout simplement.
Et par exemple, moi qui suis conteuse, on s'aperçoit que c'est un nouveau métier, enfin dans le sens quelque chose où on va être payé pour compter depuis 30 ans. Et on se pose des questions, les conteurs, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'à la fois les contes, c'est un peu les poussières d'étoiles des mythes, c'est des résidus des mythes. Mais quand vous avez raconté l'histoire sur les fées, moi j'ai été frappée de quelque chose. J'étais à Lyon, là, il y a à une soirée de conteurs, et il y a une personne qui a raconté un conte, justement, irlandais, où il y avait comme ça le petit peuple qui faisait des choses et tout ça. Et nous, quand on est un peu dans le métier, on sait très bien que les fées, la fée avec la baguette magique, tout ça, c'est purement des inventions littéraires, absolument pas en lien avec les contes populaires, comme on dit, traditionnels, que racontaient souvent les femmes, les nourrices. Ça aussi, c'est une dimension importante. Qui raconte, qui transmet? Les femmes, les hommes, parce qu'on dit l'humain, mais l'humain, c'est composé de deux, voilà. Et je vous dis ça, c'est pour savoir, parce que c'est important, parce qu'on transmet des choses sans savoir d'où ça part. On parle des origines, mais on ne dit pas qui parle de ces origines. Ça, et d'autre part, les fées, par exemple, c'était l'affaire du peuple, en effet, des petites gens, tout ça. Et ce n'était pas du tout moral, comme il y a dans les contes de Grimm, dans tous ces contes qui ont été réécrits. Grimm, Perrault, tout ça, ils allaient voir les gens dans les campagnes et ils réécrivaient tout ça de façon très littéraire. Et maintenant, nous, notre travail, c'est déconstruire la littérature, si je puis dire, qui a été fait sur ces contes pour retrouver l'origine. Et on s'aperçoit que dans les contes dits populaires, il y a beaucoup moins de morale, c'est beaucoup plus cru. D'ailleurs, on ne racontait pas les contes aux enfants. Les enfants, ils allaient se coucher, c'était interdit, parce que ça parlait de sexe, ça parlait de religion, ça parlait de mort, de pouvoir, d'une façon très crue. Les gens dans les campagnes se racontaient les choses, pas du tout à la façon de Grimm ou de Perrault. Donc je vous raconte tout ça, c'est pour dire que l'histoire des origines, c'est important de savoir d'où ça vient, d'où ça vient cette histoire déjà, voilà. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, oui, m'excuse. Non, je vous comprends bien, merci. C'est certain que dans le cas de Perrault, c'est vraiment des contes de salon, faits pour la bonne bourgeoisie. Et c'est plutôt artificiel, les contes de Perrault. Dans le cas de Grimm, on sait que les frères Grimm ont parcouru les campagnes. On connaît même les noms de certaines personnes qu'ils ont interrogées. Mais on sait aussi qu'ils ont retravaillé, qu'ils ont réécrit pour les rendre plus beaux. Mais les Grimm étaient avant tout des historiens de la langue, des linguistes et des philologistes qui voulaient comprendre les origines de la langue allemande et la relation entre la langue allemande au Moyen-Âge et les autres langues européennes. Et c'est pour ça qu'ils ont accueilli ou recueilli des contes. Je ne dis pas qu'ils ne s'intéressaient pas aux histoires. Je suis persuadé qu'ils aimaient bien les histoires. Mais c'était plutôt qu'ils voyaient dans les contes des récits populaires qui contenaient des germes de sagesse et qui indiquaient les origines des peuples, et notamment des peuples germaniques qui les intéressaient particulièrement. Mais vous avez absolument raison quand vous dites qu'il y a une différence entre le conte de salon et le conte réécrit par des auteurs au XIXe siècle et la manière dont le peuple lui-même racontait ça. On a le même problème en Bretagne. Vous connaissez certainement le Barzes Breis. Le Barzes Breis, c'est un recueil de contes et de chansons bretons fait par... aidez-moi, Villemarqué. Et Villemarqué a été beaucoup critiqué, justement pour cette question de réécriture et de son refus de révéler ses sources, alors qu'on sait maintenant qu'il avait pris plein de notes dans les chaumières, mais après, pour le rendre plus beau, plus stylisé, plus maîtrisé, plus francisé, il a rajouté des choses. Alors ça, ce n'est pas du tout les méthodes des anthropologues de la fin du 19e et au début du 20e siècle qui veulent absolument transcrire exactement ce que le peuple a dit, ce que les gens dans les chaumières ou dans les champs ont raconté. C'est comme ça qu'on arrive à véritablement savoir quelles étaient les croyances des peuples, en étant fidèles et pas en l'arrangeant pour
pour le rendre plus beau. On peut également ajouter qu'il y a d'abord une transmission orale qui est importante. C'est encore le cas en Afrique. Il suffit qu'il y ait, on va dire, un chef de village ou de tribu. C'est lui, le sage, qui va transmettre oralement. La transmission orale est essentielle dans le passage des histoires, des mythes, des contes. Et elle est essentielle, mais elle est aussi... je dirais problématique, et c'est pour ça qu'à un moment, il faut inscrire, enregistrer, écrire les contes pour les garder, pour les conserver. On en a perdu beaucoup. On a perdu beaucoup de traces à cause de cette transmission orale. Et vous évoquiez quelque chose qui est tout à fait juste, c'est que ces histoires sont parfois profondément cruelles, mais effectivement, on connaît très mal la mythologie germanique et nordique. Au collège, on est surtout en contact avec la mythologie grecque et romaine. Mais la mythologie germanique et nordique est violente, extrêmement violente. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on ne l'a pas aussi facilement transmise. Et ce sont des histoires qui sont violentes. L'Edda a également été importante pour la transmission des pratiques et littéraires. Et on voit, par exemple, dans l'Edda, des personnages héroïques qui portent autour du cou des colliers d'yeux et de dents de leurs adversaires. Alors ça, ce sont des choses qui existent, dont on ne parle pas, qu'on n'évoque pas évidemment en présence des enfants. Mais bien sûr que c'est violent, ce type d'histoire. Il y avait peut-être une autre question ? Oui. Bonjour tout le monde. Je voulais rebondir sur la question des archétypes dont a parlé Madame tout à l'heure, parce que j'ai vu un petit peu par rapport à la mythologie que souvent dans les rêves, dans tous les continents, c'était Jung qui a dit souvent on avait le récit de rêves qui était commun un petit peu à différentes peuplades, et il a mis ça en relation avec un mythe ou des mythes qui étaient présents dans toutes les cultures. Et je voulais justement savoir comment vous faites la liaison entre ces mythes et ces archétypes qui sont étudiés en psychanalyse jungienne. Ça pose la question concernant l'origine de l'être humain et d'un petit nombre d'ancêtres. Alors, je ne suis pas scientifique, mais d'après les articles scientifiques que j'ai lus, maintenant, les scientifiques tendent de plus en plus vers nos origines chez un tout petit groupe, peut-être pas de personnes, peut-être Adam et Ève. Mais on n'est pas très loin, parce que maintenant, on ne parle pas de la naissance des êtres humains dans différentes parties du monde, mais de la naissance d'un tout petit groupe, à partir duquel nous serions tous descendus. Ce qui fait que probablement, à cet état très primitif, les gens avaient déjà tendance à s'inventer des histoires pour expliquer d'où ils venaient. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi, chez différents peuples dans différentes parties du monde, on trouve des ressemblances dans les récits. Puis il ne faut pas négliger qu'il y a eu quand même une circulation. Les gens, les populations ont circulé et ont échangé quand même. C'est très important d'en prendre compte. J'ai pour ma part en sémiotique théorisé ce phénomène que j'ai appelé la transférogenèse, c'est-à-dire la genèse du transfert, comment s'opère ce type de transfert et pourquoi il s'opère. Et pour l'étudier scientifiquement, de manière fiable, il faut non seulement maîtriser les cultures, leurs pratiques, mais également l'histoire, les phénomènes historiques. Donc il faut être profondément pluridisciplinaire pour comprendre ce type de circulation. C'est de la dynamique, c'est une circulation qui est très liée au mouvement de population également. Par exemple, on nous dit qu'il y a 364 versions du petit chaperon rouge dans le monde. Mais bien sûr, parce que en fait, vous savez, quand vous êtes médiéviste et Leo Caroussos le sait bien mieux que moi, nous travaillons sur des manuscrits. À la base, toutes les éditions que vous voyez publiées aujourd'hui
à la base, il y a énormément de versions puisque l'imprimerie n'existait pas. Nous travaillons par exemple sur Tristan et Isolde, Tristan et Ise ou Tristan und Isolde ou Tristram, Sir Tristram en anglais. À la base, il n'y a pas l'imprimerie. Donc il y a une multitude de manuscrits. J'ai moi-même travaillé sur 31 manuscrits en ancien français et 9 manuscrits en allemand médiéval de la même histoire. Ces histoires, elles comportent des variantes et elles circulent dans les monastères d'un pays à l'autre, majoritairement via les monastères d'ailleurs. Et il y a des nuances, il y a des adaptations, des réécritures, des traductions. Tout est traduit quasiment en temps réel et circule. Tout ça, ce sont autant d'histoires identiques de Perceval, de Tristan et Iseult, du roman de Renard, par exemple, avec ses différentes branches. Et tout ça, ce sont différentes histoires qui vont circuler. Je suis désolée, on peut s'en prendre à l'organisateur. Hein. Frédéric, c'est 1h30 qu'il aurait fallu faire pour ces débats. Parce que là, je sens qu'on est parti pour continuer. J'imagine que vous avez encore des questions. On va devoir conclure, hein, puisqu'il y a 2 autres débats qui vont suivre. Donc, je vous propose quand même de faire une petite conclusion. Chacun. Donc. Alors, pour la petite conclusion, moi j'aimerais dire quelque chose sur les faits, et c'est en partie en relation avec la question de Madame. Et je voudrais faire le rattachement avec Tolkien, parce que si vous connaissez les œuvres de Tolkien, vous savez l'existence des elfes. Et les elfes, en fait, sont très proches du peuple féerique irlandais, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a disparu, qui est devenu invisible, qu'on appelle les Tuatha Dé Danann. Les Tuatha Dé Danann, ce sont les tribus de la déesse Dana, qui est la déesse des arts. Et dans les récits mythologiques irlandais, qui n'ont pas disparu durant le Moyen-Âge, que les moines chrétiens ont conservé pour des raisons peut-être qu'on ne comprendra jamais, mais ils étaient tellement dedans qu'ils ne voulaient pas faire disparaître tous ces récits. Donc la mythologie irlandaise est la mieux conservée de toute la mythologie celtique. Et dans cette mythologie, on trouve donc ce peuple, les tribus de la déesse Dana, qui étaient les prédécesseurs des Irlandais, qui ont été battus malgré leur magie et qui ont disparu. Et les elfes de Tolkien les ressemblent énormément, beaucoup plus que n'importe quelle autre idée de fée. Ce que Tolkien détestait, c'était l'idée victorienne de la fée qui en fait n'est qu'une libellule. Vous voyez, avec ces petites ailes qui dansent de fleur en fleur, ce sont des libellules. Et ça, c'était absolument le contraire de la notion d'un être féerique que Tolkien voulait mettre en avance dans ses écrits. Et il s'est fondé sur les mythes anciens des peuples celtiques et des peuples nordiques. Voilà. Tout à fait. Et il y a toujours un besoin, un désir de retour aux origines historiques pour tout ce qui est mythe. Et là, je vous renvoie vraiment également aux travaux de Claude Lecouteux, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, et à l'ouvrage Les Monstres, qui a été republié aux éditions La Volva, ainsi qu'à la collection Traditions et croyances des presses universitaires de Paris-Sorbonne, où vous retrouverez tous ces petits personnages qui ne nous ont jamais quittés finalement depuis la nuit des temps, mais aussi depuis notre tendre enfance. C'est-à-dire que l'évolution, l'éducation de l'être humain ressemble à l'évolution historique. C'est-à-dire que pendant la tendre enfance, on retrouve ces mythes, on nous raconte ces histoires dont on est friand. Et finalement, l'histoire de l'humain, quand on grandit, on a un peu le même cheminement intellectuel que l'histoire de l'humanité. Hein, ces mythes sont l'enfance de l'histoire de l'humanité. Je conclurai avec ça. Je vous remercie. Merci à vous deux. Hein, bravo. Merci beaucoup.